Les travaux de restauration du grand cloître de Clairvaux ont débuté en janvier. La préfète souligne l'engagement exceptionnel de l'État pour ce chantier d'envergure nationale. Après 10 millions d'euros sur 20 ans, une nouvelle enveloppe dédiée permet d'accélérer son achèvement. Qui représente à elle seule 60 millions d'euros investis par le ministère de la Culture. C'est une initiative de l'État pour donner un signal très fort que cette reconversion, elle était en marche et qu'elle se traduisait par des investissements d'ampleur. Et après Notre-Dame, bien sûr, bon, Villers-Cotterêts maintenant qui est achevé, mais c'est le plus gros chantier financé par l'État qui est en cours aujourd'hui. Et c'est 3 fois la dotation annuelle que nous consacrons à la restauration des monuments historiques en Grand Est. Le chantier de nettoyage des façades, reprise complète des charpentes et couvertures et d'éléments de structure devrait se dérouler en 2 phases jusqu'en 2027. La première phase qui va concerner les ailes sud, le pavillon central et le retour de l'aile ouest. Et la seconde phase qui concernera les ailes est, nord, ainsi que le pavillon des cuisines, ainsi que le pavillon attenant au bâtiment des cuisines. La livraison des premières très grosses pièces de bois sera faite lundi. Donc ça va être, je pense, quelque chose d'assez impressionnant à voir. À l'occasion de ces travaux d'ampleur, des visites exceptionnelles sont prévues en prenant de la hauteur grâce à un double échafaudage. Parce que c'est une occasion unique, ce chantier, que d'offrir un point de vue différent sur un site qui vit, qui évolue à nouveau et qui s'apprête à entamer sa 3e vie, une énième vie. Selon la préfète, l'engagement financier de l'État, l'ouverture au public et la création d'événements culturels participent à l'impulsion nécessaire pour la reconversion du site. Avec ces façades qui vont être habillées de fresques réalisées par des artistes qui sont en résidence sur le site et pour partie par des élèves. Donc c'est toute une animation de territoire qui va être très visible dès la sortie de l'autoroute et emblématique de la démarche et de la dynamique qu'on souhaite donner à la reconversion de ce site. Avec une compagnie qui s'appelle Kiai, et plutôt de la danse sur trampoline. Il y a déjà eu l'année dernière 1500 visiteurs. Donc il y a une offre de visite qui s'élargit avec des parcours de visite thématiques. À terme, l'ensemble du grand cloître devrait retrouver l'éclat de cette portion d'ores et déjà restaurée. La nouvelle programmation culturelle devrait débuter en juin. C'est d'antibiorésistance et de gestion de la forêt qu'est venu parler Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ce lundi au campus agricole et forestier de Mirecourt. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antibiotiques causerait chez l'homme 5000 décès par an en France. Un enjeu de santé publique, un fléau à stopper en commençant par le début de la chaîne alimentaire, d'où le lancement du projet Éco-Antibio 3. C'est 2 millions d'euros environ par an qui seront apportés pour des projets qui seront portés par un certain nombre d'organismes, des instituts de recherche, des établissements, lycées ou autres, ou d'autres établissements d'élevage qui cherchent à continuer la recherche. On continue à regarder et à suivre comment on peut se passer et limiter l'utilisation des antibiotiques. Des projets de recherche sur d'autres voies, comment on améliore la résistance aux maladies, quels sont les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire encore sur certaines filières, notamment les chats, les chiens et aussi les chevaux. Et c'est aussi avec les vétérinaires, parce que tout ça, c'est un effort commun, éleveurs, vétérinaires, organismes de formation, l'enseignement, etc. 75% de vétérinaires seront formés en plus d'ici 2030, a annoncé le ministre qui veut que les efforts se poursuivent. On a réduit de 52% l'utilisation des antibiotiques en élevage. On le doit aux éleveurs, aux vétérinaires, sur une base, je le rappelle, qui est une base de volontariat. L'État a financé 200 projets de recherche depuis 2011. La ferme de Bracmont à Mirecourt a été précurseur avec la plantation de haies depuis maintenant près de 30 ans. Les bêtes en ont profité. Dans ces feuilles et ces branches, il y a des oligo-éléments qu'elles ne trouvent pas ailleurs, qui viennent compléter leur ration alimentaire et qui font qu'elles ont beaucoup moins de carences. Et ça, plus le soleil, plus aller gambader dehors, fait qu'elles se défendent bien mieux contre les maladies éventuelles. Une diminution vraiment des antibiotiques, des médicaments ? Je ne devrais pas le dire, mais c'est 5 à 10 fois moins, c'est-à-dire qu'on n'en utilise quasiment plus. Aujourd'hui, c'est un peu comme pour les humains, on a affaire qu'à des maladies mécaniques, des problèmes mécaniques, c'est-à-dire qu'on a pratiquement annulé 80% des maladies
Un déplacement ministériel en 2 temps, dans un département des Vosges couvert pour moitié par la forêt, une forêt touchée par les attaques de scolytes et impactée par la mortalité massive d'épicéas et de sapins, une tempête silencieuse à endiguer par un plan national d'action bois de crise. On va exploiter plus vite malheureusement ces bois qu'on avait pensé, mais si on les laisse sur pied, on les perd et donc on ne fait pas le stockage carbone qui est nécessaire. Comment on va les sortir, les mobiliser, on ne va pas les perdre d'un point de vue de stockage carbone, et puis 2, comment on accompagne en renouvellement forestier. Renouvellement forestier, on a déjà fait. Là, c'est une stratégie de gestion de bois de crise, parce qu'il va y avoir un afflux de bois dont on ne va pas trop savoir quoi faire si on n'a pas anticipé. Avec la crise que traverse le monde agricole, le passage du ministre ne pouvait pas se faire sans une rencontre avec les représentants syndicaux. Discussion qui s'est tenue dans une exploitation à Villers, à huis clos, pour évoquer les enjeux locaux. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a quelques manques encore dans la proposition qui a été faite, notamment sur l'accompagnement des jeunes sur le parcours installation, par exemple. On a aussi eu l'occasion de parler d'un autre sujet typique vosgien, c'est le sujet prairies naturelles, avec une interdiction de retournement des prairies naturelles qu'on trouve qui pourrait être dommageable dans certains cas, notamment concernant les éleveurs. Des défis à relever en termes de décarbonation, productivité des élevages et des enjeux environnementaux. Pour les agriculteurs, le mot d'ordre reste pas d'interdiction, sans solution. Amélia Bure. Que dire à part merci, mais je suis très très reconnaissante. En tout cas, c'est un honneur, mais je suis ravie, un grand merci. Quelques larmes, un soulagement et une première étape réussie. Tout commence 2 heures plus tôt. Je vous écoute. Amélia fait partie des 12 candidates qui se sont présentées au Leclerc de Sarrebourg pour le titre de Miss Moselle. Sous l'œil d'un jury composé d'anciennes Miss, de délégués du comité ou encore d'élus locaux. Cette expérience de dépassement de soi nous amène à venir à la rencontre de vous, cher public, mais également de faire découvrir notre beau département, la Moselle, ainsi que notre belle région, la Lorraine. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'aspire à incarner la femme libre et forte auprès des nouvelles générations. Nos différences sont notre force et font que nous sommes unis. Puis viennent les défilés, en robe de soirée, en maillot de bain ou en robe de mariée. Les Miss ont pu gagner des points. À chaque passage, Amélia a un gros soutien de sa famille présent dans le public. Bon, elle avait déjà concouru à Miss Lorraine il y a 2-3 ans et donc là on voit bien qu'elle a gagné en maturité et puis elle a à cœur de porter un message, donc certainement que ça a joué aussi. Bon, je suis pas dans la fierté donc. Oui, tout à fait. En plus des votes, le concours se déroulait par SMS. Le jury se retire pour délibérer et revient une demi-heure plus tard que prévu. Le stress monte en coulisses. À cette même étape en fait du concours, j'étais un peu stressée, je me suis dit mais punaise, j'ai tout donné, est-ce que ça va payer ? Candidate de Metz, responsable marketing de 23 ans, Amélia Bure représentera la Moselle cette année. Les valeurs que je porterai, ce serait en tout cas la bienveillance, beaucoup de bienveillance notamment pour une cause qui m'est chère, qui est la santé mentale. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, beaucoup de critiques, de jugements, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister malheureusement, mais voilà, je dirais de prime abord la bienveillance, qui est la sympathie, également la simplicité. Voilà. Moi je dis toujours nature peinture. Miss Lorraine aura lieu le 12 octobre aux Eaux d'Amnéville en présence de Miss France. Bonne chance. Merci beaucoup. Il est un peu plus de 8 heures ce dimanche matin, le départ est donné. Avec quelques mois d'avance sur le peloton, une vingtaine de cyclistes amateurs se sont lancés le défi de tester le parcours du Tour de France. Au programme de l'étape numéro 9, 100% aux Boises, une boucle de 199 km à travers tout le département. On s'était un peu tous motivés pour faire l'étape en entier, la même que les pros vont emprunter là, au mois de juillet, le 7 juillet exactement. Et on s'est dit il faudra qu'on la fasse, c'est sur nos terres. On se rend compte un peu de ce qu'ils vont subir au mois de juillet, donc ça va être une belle étape. Au kilomètre 47, la côte de Bergère et ses pentes à 5%. Les mollets se tendent et les premières grimaces sont perceptibles. Au total, les coureurs devront traverser 14 secteurs en plein cœur du vignoble champenois. Grande nouveauté sur le Tour,
Les chemins blancs promettent d'être l'une des attractions de l'édition 2024. Quand on est dans les secteurs relativement pentus, on les voit pas beaucoup les paysages, mais après, non, c'est là, ouais, on en profite un peu quand même. Jusqu'ici, ça monte crescendo. On a quelques beaux petits passages, et puis après, on prend de la pente à partir de Baroville, et puis là, les derniers secteurs font mal quand même. Il faut dire que la Société du Tour a bien dessiné et a bien étudié le parcours. Les enchaînements, effectivement, ils ont été chercher des chemins avec effectivement des radars, enfin après les côtes. Ou même les premiers chemins qu'on attaque tout de suite les premiers chemins sur des bosses. On en bave un peu, mais c'est très bien fait. La poussière et le terrain accidenté n'entament pas la bonne humeur des amateurs. À l'arrière du groupe, David Han, l'entraîneur de l'équipe professionnelle Groupama FDJ, profite de la sortie pour reconnaître le tracé. L'étape aura des allures de classique. Il ne faudra pas se laisser piéger. On ne connaît pas les conditions météo qu'on aura au mois de juillet, donc c'est sûr qu'avec de la pluie, tout peut complètement changer. Donc après, si ça reste comme une journée comme aujourd'hui, voilà, c'est de la poussière, c'est tout ça. Mais c'est surtout les approches, le placement qui est vraiment important sur ce type d'épreuve. Le chemin en lui-même, il y a quand même une part de réussite aussi, de ne pas crever ou de ne pas être au mauvais moment, au mauvais endroit avec une chute, quoi. Si tous les leaders viennent la reconnaître, c'est que c'est une étape très très importante et c'est une étape clé du Tour. On ne gagnera pas forcément le Tour à 3, mais par contre tout le monde peut le perdre, quoi. À 17h, les sportifs sont de retour sur 3, soulagés après plus de 7 heures de randonnée. J'ai 7h30 là exactement de vélo, donc bon, au moins pour le bronzage c'est parfait. Mais hâte d'en avoir fini quand même. C'est vrai que ça fait long. Moi j'ai 224 km au compteur, donc et puis hâte de le voir à la télé maintenant. Une dizaine de crevaisons auront tout de même émaillé le parcours. Les stars du Tour sont prévenues. Verdict le 7 juillet. Installation et dernier coup de chiffon, il faut que cette nouvelle attraction, le monorail, brille de mille feux pour le grand jour J. De l'autre côté du parc, au paintball. Une fois qu'il apparaît dans la réservation et qu'il vient se présenter à toi, tu vérifies que c'est bien lui. Ok, avec une pièce d'identité ou... Ok. Ryan, 18 ans, va effectuer sa première saison à Pokéland. Chercher un travail qui me correspondait un peu plus en nature parce que je vis dans un milieu très urbain. Caisse, utilisation du matériel, briefing. Donc appuie pour tirer, ça bloque la gâchette en fait. Après la théorie, place à la pratique. Briefing, du coup, comme je l'ai dit, le masque c'est l'élément le plus important à garder. Donc c'est pour ta sécurité, on sait jamais, parce que si toi t'as arrêté de tirer, les gens peuvent toujours te tirer dessus. J'appréhende un peu, c'est vraiment dans une période de rush pour, en semaine quand je serai tout seul, pour voir comment je vais m'en sortir, mais j'ai confiance, je pense que tout peut bien se passer. Mon but c'est qu'au fur et à mesure de la saison, il arrive à gérer tout seul le paintball. Comment il s'en sort? Franchement, il s'en sort très bien. À des moments, on a des profils qui ont un peu de mal, mais c'est normal, c'est leur premier travail qu'ils ont. Et ils n'arrivent pas forcément à tout saisir dès le début. Mais là, pour l'instant, il a réussi à faire le briefing du premier coup, ce qui est rare. C'est la première fois que je vois ça. Donc je m'en fais pas pour lui. Comme lui, ils sont une soixantaine de jeunes à être formés à leur nouveau métier. Les saisonniers sont répartis en fonction des activités, de la restauration. Donc ça va du responsable de l'acrobranche à l'opérateur manège. Ça va du responsable de restauration à celui qui va faire les glaces. Pendant l'été, chaque jour, ils seront près de 150 saisonniers à travailler dans les allées du parc. Des effectifs en hausse pour assurer le bon fonctionnement des 5 nouvelles attractions. Une nouveauté majeure qui va plaire aux familles, c'est le monorail avec des hélicoptères où les enfants et parents vont pouvoir pédaler ensemble. Après, on aura des montgolfières qui vont monter à 10 mètres de hauteur, des voitures tamponneuses, les as du volant. Et puis, au cours de la saison, une chute libre de 10 mètres où les ados, les enfants vont pouvoir se faire plaisir. Désormais, pour que la saison démarre en beauté, il ne manque plus qu'une chose, que le soleil soit au rendez-vous.